bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois et voici notre sommaire d'Onzito. Et on commence par le poireau puisque c'est notre aliment de la semaine. Ensuite, nous parlerons d'hypnose en entreprise. Et oui, apparemment pour travailler mieux, il faut être hypnotisé. Ce n'est pas vraiment ça, mais heureusement, notre experte est là pour les explications. Une femme inspirante après, vous la connaissez à travers les médias et notamment On dit tout, où elle intervient régulièrement afin de sensibiliser sur la santé rénale. Elle est aussi une femme de terrain, une femme d'engagement moral, professeure Amal Bourkia, au-delà de la néphrologue. Et puis pour finir, nous parlerons des secrets de la ruche ou comment se sentir mieux grâce au miel et ses dérivés. Vous êtes avec nous sur Mediane TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je retrouve mes invités pour vous. À tout de suite. Et voilà, on démarre tout de suite notre rendez-vous d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de toute l'équipe d'On se dit tout. Nous sommes tous prêts à vous recevoir, à vous accueillir. Et grâce aux intervenantes qui sont là ce matin, eh bien, je suis sûre que nous allons réussir à faire une très très belle émission. Même si le professeur Bourkia trouve qu'il n'y a pas de parité sur ce plateau, qu'il y a surtout des femmes. Mais professeur, je vous rassure, les hommes sont en régie. On ne les a pas chassés de l'émission. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Professeur Amal Bourkia, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Vous êtes comment on peut vous décrire, vous présenter en quelques mots? C'est pas possible. Vous avez, comme on dit, une carrière de plus de 3 décennies qui est chargée de... me vieillir Non, pas du tout. Vous êtes toute jeune. Vous avez 31 ans. Beaucoup de réalisations. Nous allons le voir. Vous avez écrit 14 livres. Vous êtes fondatrice de plusieurs associations. Vous travaillez auprès de l'UNESCO en tant qu'experte en éthique. Vous êtes la première femme professeure de néphrologie, de néonéphrologie, c'est bien ça? Néphrologie pédiatrique. Pédiatrique, absolument. Donc, beaucoup de premières choses que vous pouvez raconter aujourd'hui et justement inspirer les jeunes femmes et les hommes qui nous regardent. Merci beaucoup, professeur, d'être là. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais c'est un devoir aussi. C'est un devoir de le faire, de sensibiliser la jeunesse. Merci beaucoup. Et puis, Mariam Lhelo est là. Merci, Mariam, d'être là. Bonjour. Merci, C'est un plaisir de vous retrouver. Comment va bébé depuis? Écoute, il va très bien. Ça je va? te remercie. Ça va. Super. Alors, Mariam Lhelo, vous êtes consultante en management et business coach chez Compétences Plus. Exact. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment l'hypnose fait son entrée en entreprise. Tout à fait. On en parle dans un petit moment. À côté de vous, celle qui a le secret de la ruche, mais pas seulement. Elle est naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Khadija Jaouane, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir. Toujours un honneur pour nous, mesdames. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Merci à toute l'équipe qui est en régie pour la réalisation de l'émission, qui a été sur le terrain aussi pour réaliser pas mal de reportages notamment. Et on commence par quoi le samedi? Comme d'habitude, l'aliment de la semaine. Aujourd'hui, l'équipe a sélectionné le poireau. Vous en pensez quoi, Khadija Jaouane? Oui, ben, le poireau, c'est un des aliments à avoir toujours et c'est l'aliment de l'hiver. C'est ça. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui. Alors, on va voir comment l'équipe le raconte, ce que ça représente, et on en discutera un petit peu tout à l'heure. Le poireau à l'honneur. Lorsque l'attente est longue, on poireaute. Voici, sans plus attendre, notre aliment de la semaine, le poireau. Originaire du Moyen-Orient, c'est en Égypte ancienne que l'on cultivait déjà le poireau. Le pharaon Khéops en offrait aux meilleurs de ses guerriers et symbolisait ainsi la victoire. Au Maroc, on utilise 2 variétés principales. Le géant amélioré de Sceaux, qu'on distingue par sa longue tige, et le bleu de Solèze, à tige courte. Sa forte teneur en eau contribue à l'hydratation dans notre corps. Il agit comme un coupe-faim efficace, il est très peu calorique et on peut le consommer à volonté. On reconnaît aussi au poireau sa richesse en vitamine B, vitamine C, vitamine E et en bêta-carotène. Très riche en fibres, le poireau apporte jusqu'à 1/4 des besoins quotidiens de notre corps. Il améliore aussi le transit intestinal. Mais sa force, c'est sa teneur en potassium, qui prend soin de notre tension artérielle. En cuisine, nous le retrouvons cuit comme cru, dans nos salades merveilleusement mariées aux pommes de terre, en velouté et même avec la fameuse marouda, ou encore en tagine dans un parfait mélange avec la viande d'agneau. Alors on arrête de faire le poireau et on le consomme sans modération.
Alors, une autre information, honnêtement, j'en ai besoin personnellement, Madame Jawan Khadija, est-ce que le poireau, c'est une forme d'oignon? Parce que souvent, dans l'alimentation, enfin, quand on cuisine, on dit, on remplace parfois l'oignon par le poireau, ou quand on n'a pas d'oignon, on met un poireau, enfin, ou inversement. Est-ce que c'est l'échalote aussi? C'est la même famille. C'est la même famille. C'est la même famille. Ok. Il y a aussi l'ail qui fait partie de la même famille, l'asperge, bien que très très différent, mais le poireau est très proche de l'oignon. L'asperge aussi. L'asperge aussi. C'est pas le même prix. Hein. C'est pas le même prix, mais c'est aussi une liliacée. On parle d'hypnose, mais l'hypnose en entreprise au boulot. Donc, vous l'avez compris, l'hypnose en milieu professionnel. Pourquoi? Parce que l'hypnose fait son entrée en entreprise. On va en parler avec vous, Marie Melhlou. Vous êtes consultante en management et business coach chez Compétences Plus. On va essayer de situer, de placer le sujet dans son contexte grâce au travail de nos équipes qui ont réalisé un montage. On regarde et on revient en plateau. À tout de suite. On assiste aujourd'hui à une forte médiatisation de l'hypnose au Maroc, comme dans le monde. On voit à la télé, en spectacle et à la radio, des personnes endormies sous l'effet de l'hypnose. Mais qu'est-ce que l'hypnose réellement? L'hypnose est en effet un état modifié de conscience ou une conscience élargie. Dans la croyance commune, hypnotiser les gens consiste à les endormir, ce qui est correct pour l'hypnose de spectacle. Contrairement à cela, et dans l'hypnose thérapeutique, on éveille les gens. Il s'agit là d'avoir une conscience améliorée ainsi qu'une vue hélicoptère par rapport aux sphères de la vie en général. En entreprise, l'hypnose s'appuie énormément sur la PNL, largement admise dans la sphère professionnelle. De nombreuses entreprises ont recours à l'hypnose autant dans l'accompagnement individuel de leurs salariés que sur l'accompagnement collectif. Ainsi, l'hypnose permet d'aborder ces prises de parole en public avec beaucoup plus d'affirmation, d'assurance et plus de confiance. L'hypnose permet de travailler avec l'inconscient de la personne qui est beaucoup plus riche et lui permet d'accéder à ses ressources qui sont très importantes. Pour améliorer la créativité, l'hypnose permet de relaxer le cerveau et le met dans un état de bien-être et de confort émotionnel. C'est réellement un outil puissant aujourd'hui qui sert entre autres à la relaxation, mais à bien d'autres choses encore dans les sphères professionnelles. Alors, Marie Melhlou, justement, dites-nous pourquoi l'hypnose a fait son entrée en entreprise. Pourtant, on a besoin de gens éveillés. Enfin, ça a bien été expliqué tout à l'heure, on n'endort pas les gens, mais c'est l'idée que nous avons de l'hypnose. Alors, merci Yasmine pour ta remarque. Effectivement, nous, on remarque en tant que professionnels de l'entreprise, en tant qu'accompagnateur de la majorité des salariés des cadres aujourd'hui en entreprise, que ce soit en coaching ou en formation, que les gens sont extrêmement stressés, qu'ils sont sous pression, qu'on leur dit il faut être performant, motivé tout le temps. Or, il est impossible pour un être humain d'être au même niveau de performance ou de motivation tous les jours. L'hypnose aujourd'hui, mais auparavant il y avait la méditation, il y avait la relaxation, il y avait la sophrologie. L'hypnose est une pratique en fait très ancienne. Dans le monde médical, on trouve des pratiques hypnotiques dès le 19e siècle. Et en fait, les premières interventions avec hypnose ont été utilisées dans les années 1850-1860. Intervention chirurgicale. Sous hypnose. Sous hypnose. Exactement. L'année dernière, en fait, on a médiatisé une sorte d'implantation cardiaque avec de l'hypnose. Et on appelle ça l'hypnosédation. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'hypnose, c'est une forme modifiée de conscience. Aujourd'hui, les salariés en entreprise sont trop focalisés des fois sur une seule tâche. Ils sont devant leur PC, devant leur ordinateur. Et en fait, ils n'ont pas toujours le recul nécessaire pour élargir leur conscience, pour développer leur créativité, leur innovation. Et qu'est-ce qu'on remarque dans la vie d'un salarié? Dans sa carrière, en fait, on va favoriser les gens qui sont innovants, qui prennent des initiatives, qui sont créatifs. Donc, si on veut monter en grade, si vous voulez, si on veut manager des équipes, il ne faut pas forcément se faire hypnotiser. Il ne faut pas forcément se faire hypnotiser, mais il faut se dire, il faut se poser la question. D'abord, la première question, est-ce que je suis stressée ? Est-ce que je suis sous pression? Est-ce que je n'ai pas besoin de faire des pauses régulières dans ma journée? L'hypnose peut être un moyen, comme j'ai dit, comme la méditation, la sophro. Mais qu'est-ce que des pauses régulières peuvent m'apporter? Et ça, j'invite tous nos spectateurs à observer quelque chose. Quand vous êtes sous la douche le matin ou le soir,
quand vous prenez ce bon bain chaud. Je crois qu'il vous arrive souvent, en tout cas moi, il m'arrive souvent d'avoir des super idées lorsque je prends mon bain, lorsque je suis en congé, en vacances, en week-end avec mon fils, mon mari, lorsque je me balade dans la forêt ou dans la mer. Ma conscience, elle est élargie, je suis ouverte au monde. Et subitement, par rapport au dossier de la semaine auquel je n'ai pas trouvé de solution, par rapport à un séminaire dont je fais la promotion en ce moment, par rapport à un événement que je vais gérer la semaine prochaine, en fait, j'ai plein d'idées. Je me dis, tiens, il faut que j'appelle telle personne. Tiens, je pourrais rajouter ça dans ma présentation, ma mise en page. Et pourquoi je n'impliquerai pas Mejda ou Othman dans telle ou telle perspective? Vous voyez, c'est-à-dire que notre cerveau a besoin de repos régulièrement et l'hypnose lui permet de se reposer et de se déconnecter, de se dissocier pour pouvoir trouver des idées nouvelles à des problèmes que j'ai, des problèmes existants pour tous les jours. Très bien. Alors, maintenant, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a l'hypnose, mais il y a aussi la méditation et la relaxation, etc. Et toutes ces techniques font leur entrée au sein des entreprises et peut-être plus la méditation et la relaxation que l'hypnose. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi, en fait, on va aller vers l'hypnose et pas les autres? Est-ce que c'est finalement pas juste une histoire de mode? Alors, ce que les gens ignorent, moi je suis dans la PNL depuis au moins 8 ans, dans le monde de la programmation neurolinguistique. La PNL aujourd'hui, depuis des années, en fait, on forme les gens à la programmation neurolinguistique, on leur dit ça va vous aider à la prise de parole en public, à communiquer avec assurance, avec confiance, tout simplement parce qu'on aide à la reprogrammation du mental durant des périodes courtes. Pourquoi? Parce qu'on connecte la personne à ses ressources, à son potentiel. En fait, on remarque très très souvent que l'hypnose aujourd'hui n'est pas largement admise dans les entreprises marocaines parce que les gens ont une idée erronée de l'hypnose. Ils allument la télé, ils voient quelqu'un comme Mesmer qui hypnotise les gens et qui leur demande de faire des choses originales, faire le chant du coq ou marcher comme un singe ou peu importe. Aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que l'hypnose, elle est beaucoup plus thérapeutique, elle est beaucoup plus orientée vers la performance de la personne, vers son bien-être individuel et du coup vers le bien-être collectif. Mais il faut se poser cette question. Il y a quelques années, la méditation, le yoga ou la relaxation n'étaient pas admis en entreprise. Ce n'est vraiment qu'aujourd'hui, qu'avant un team building, avant une cohésion d'équipe ou une formation, qu'on nous demande de faire des sessions de méditation. Mais il y a quelques années, quand je discutais avec les managers, avec les directeurs ou quand j'étais salariée dans des boîtes de communication ou de marketing, on voyait la méditation comme une pratique individuelle dans le champ privé uniquement et pas du tout dans le champ professionnel. Mais quand on s'oriente vers l'Asie ou vers l'Amérique, quand on voit les avancées de grandes universités comme Harvard qui publient régulièrement des études scientifiques sur l'impact d'un état hypnotique régulier sur le cerveau humain, puisqu'ils disent, par exemple, et ce sont des médecins qui le disent, ce sont des neuroscientifiques qui le disent, que ça améliore les capacités de concentration, que ça augmente la mémorisation. Mais donc, il faut une formation particulière? Alors, bien sûr. Il faut être hypnothérapeute pour accompagner des gens? Pas nécessairement. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a des associations de médecins, effectivement, et d'hypnothérapeutes qui accompagnent des gens par rapport à la gestion de la douleur, par rapport à l'anesthésie, bien évidemment, si vous rentrez dans un bloc et si vous faites de l'hypnose. À l'entreprise en particulier? Toujours par rapport à l'entreprise, comme on a besoin de médecins du travail, on a besoin aujourd'hui et très souvent de psychologues de travail et de psychologues formés à l'hypnose qui peuvent, en cas de consultation, parce que hypnose et psychothérapie vont de pair, s'il y a quelqu'un qui rentre dans son bureau, qui est fatigué, qui est malade, qui a le trac, on décèle chez lui des signes de burn-out, il vient chez nous c'est un petit peu et on l'accompagne. Dans notre contexte maghrébin, marocain, africain, parce que le médecin de travail est presque quasi absent de toutes les entreprises. Comme on dit, qu'en est-il du psychologue ou du psychologue spécialisé ou Alors, effectivement, de l'hypnothérapeute? Peut-être c'est excessif de dire que c'est une utopie, parce que dans plusieurs entreprises et des grandes entreprises comme des multinationales, avoir un médecin de travail, c'est une obligation légale. Tout à fait. Je suis d'accord. Et certaines entreprises se conforment à ça. D'autres qui ne se conforment pas ont intérêt à se conformer en cas d'audit de conformité ou d'autres. Mais c'est vrai que pour les entreprises qui ont envie de recruter des talents, de fidéliser des personnes chez eux, de développer leur carrière, ils ont besoin d'être entourés de gens. Par exemple, là, prochainement,
également, on organise un séminaire sur l'hypnose. Donc, on a des managers qui sont inscrits, on a des directeurs de ressources humaines qui sont inscrits, on a des Chief Happiness Officers qui sont inscrits, ces fameux responsables du bonheur dont on a vu l'entrée non seulement au Maroc, mais dans plusieurs pays. Donc, on a des gens qui gèrent les talents et les ressources humaines de l'entreprise, qui ont envie de quoi? Qui ont envie de mieux accompagner les personnes dans leur quotidien. Et puis, vous avez fait appel à qui pour... Là, on a fait appel à un grand psychologue américain qui s'appelle Steve Gilligan, qui a été formé au prix de Milton Erickson et qui est diplômé de l'université de Stanford. Pour le coup, on a fait preuve de beaucoup de prudence parce que c'est d'abord un psychologue. Okay. Et ensuite, c'est quelqu'un qui s'est développé autour du monde de la PNL et de l'hypnose et qui va nous apporter énormément d'apprentissage pour cette formation du 27 au 30 janvier. Alors, Myriam, j'aurais bien voulu faire partager nos spécialistes ici présentes à ce sujet aussi. Je sais que Mme Jawan Khadija est également hypnothérapeute, vous l'êtes, mais je vous voyais acquiescer tout ce que disait Myriam. Oui, donc, la spécialiste disait oui, c'est bien ça. Le langage corporel. Tout à fait, c'est votre sujet. Mais par manque de temps, on est obligé d'aller directement sur les questions des téléspectateurs. Excellent. Alors, on a une jeune femme, Hajar, qui nous dit « L'hypnose n'est-elle pas une forme de manipulation ?» Corriger des préjugés. Alors, l'hypnose, comme toute démarche d'accompagnement individuel, doit se faire avec beaucoup d'éthique. D'accord, beaucoup d'éthique et d'écoute du client ou du patient. En tout cas, les clients qu'on rencontre viennent avec des objectifs lors des séances de coaching qui sont avec l'utilisation de l'outil hypnose ou pas. Et donc, on est à l'écoute des besoins de la personne, on l'accompagne avec un sens de l'éthique et de déontologie qui est très important dans notre métier. Bien évidemment, la personne en état d'hypnose n'est pas endormie, elle est éveillée. Donc, à tout moment, si ce qu'on dit comme discours est contradictoire ou rentre en contradiction avec les valeurs de l'individu les rejette. Il faut savoir que l'hypnose, si elle ne peut pas mieux accompagner l'individu à accéder à son potentiel, à baisser des résistances, elle ne peut pas lui faire du mal. En tout cas, elle ne peut pas le manipuler pour le faire faire quelque chose dont il ne veut pas. Alors, un jeune homme vous dit, combien faut-il de séances d'hypnose pour améliorer sa confiance en soi? Est-ce que son effet dure longtemps? Alors effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir pour corriger leur timidité ou pour corriger leur trac ou leur stress. Mais évidemment que les racines du trac, du stress ou de la timidité sont très différentes d'une personne à l'autre. Autant avec certaines personnes, on fait une hypnose de quelques minutes, autant avec d'autres, on fait une hypnose d'une demi-heure. Donc il n'y a pas de règle. Pour certaines personnes, pour arrêter le tabac, par exemple, il leur a suffi de 3 séances d'hypnose pour l'arrêter. Pour d'autres, il leur a fallu 5 ou 6 séances d'hypnose. Donc de la même manière, comme chaque individu est unique, il faut d'abord voir son histoire, ses besoins, son potentiel et à ce moment-là, adapter la démarche à chaque personne. Eh bien, merci beaucoup, Mme Lehlo, consultante en management business coach chez Compétences Plus. Un petit mot, Lalla Khadija, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça va ? Oui. C'était complet ? C'était super. Parfait. Donc, ça me permet de rester réglo par rapport au timing. On lance une courte pause et on revient pour la deuxième partie. À tout de suite. Merci à vous d'être avec nous sur Média TV et sur le plateau d'On se dit tout. Et on continue notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé poireaux, ensuite nous avons parlé d'hypnose en entreprise, tout ce que ça peut apporter. C'était l'interview avec vous, Mme Lehlo. Et puis, tout à l'heure, on parlera des secrets de la ruche, surtout que c'est la saison, le miel et ses dérivés, comment ça peut nous aider à nous booster. Je sais que vous adorez ça, Myriam, également. C'est vrai? C'est votre petite arme secrète. Tous les jours, avec les dattes et d'autres fruits secs, c'est vraiment quelque chose qui donne la pêche. On va en parler tout à l'heure, justement, avec vous, Khadija Jawan. Mais pour l'heure, place à notre femme inspirante de la semaine. Professeur Amal Bourkia, c'est vous. Merci beaucoup d'être là. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous. Vous venez souvent et vous répondez toujours présente à tous les médias pour parler et sensibiliser sur la santé rénale. Ça, vous adorez. Nos équipes sont venues vous rencontrer, réaliser votre portrait et nous revenons en studio pour parler avec vous. Auteur de plus de 14 ouvrages sur la néphrologie, vous avez lancé plusieurs associations, notamment l'association Rein. Vous êtes membre fondateur de la Société marocaine des maladies rénales. Vous êtes experte auprès de l'UNESCO en éthique. Vous êtes la première professeure de néphrologie au Maroc, première professeure de néphrologie pédiatrique, beaucoup d'autres choses, beaucoup de réalisations. On regarde ça en images et on revient. Je me considère comme un être humain investi d'une mission sur notre planète. Ma passion pour
le partage m'a amenée vers la médecine. À faire aussi une spécialité où je suis pionnière en devenant professeure de néphrologie et en y mettant en place de nombreux programmes innovants, à savoir la dialyse et la greffe rénale. Une partie de cœur, celle de la néphrologie pédiatrique, pour essayer de traiter des enfants atteints de maladies rénales que personne ne prenait en charge. Mon amour pour l'écriture aussi m'a permis d'éditer de nombreux ouvrages. Je suis au 14e. Le plus récent concerne le guide africain de néphrologie pédiatrique, édité en anglais et en français. La communication médicale a toujours eu pour moi un objectif essentiel, celui d'informer la population marocaine sur les maladies et les aider de prévenir celles qu'on peut prévenir. Les différentes campagnes médicales auxquelles j'ai participé, organisées en tant que présidente de l'association RAN, m'ont permis d'aller encore toucher de plus près la souffrance de la population, en particulier dans les zones qui sont éloignées. La pratique humanitaire de la médecine vous pousse à encore plus vouloir protéger le droit et le confort des patients en dépit de toutes les difficultés pour les mettre en place. Ayant eu de nombreuses casquettes et explorer de nombreux domaines, je pense que ma mission n'est pas terminée. Et il y a encore beaucoup de choses à faire et je compte énormément sur les générations suivantes pour continuer ce combat et nous aider à maintenir ce que nous avons déjà réalisé. Un appel de Amal Bourkia en ce début d'année, porteur de grand espoir. Merci professeur d'être là. Je sais que vous allez finir par nous parler de reins, mais moi je veux qu'on parle de vous. Comment vous avez atterri en médecine et comment vous avez atterri en néphrologie en particulier? Pour moi, la médecine, c'est la voie, comme je l'ai dit, c'est-à-dire c'est celle qui vous permet de connaître et de savoir le maximum de choses. Étant donné, pourquoi? Parce que l'être humain, c'est la chose la plus complexe qui existe sur Terre. Donc, essayer de comprendre l'être humain, essayer d'aller vers comment ça fonctionne, parce qu'il nous donne des leçons tous les jours. C'est une curiosité, en fait, qui vous a poussé vers la médecine? Pour moi, non, c'était automatique. Et je n'ai fait qu'un seul choix, celui de la médecine, rien d'autre, sachant que... Dès le départ? Depuis toujours. Depuis toujours. Je n'ai pas réfléchi. Pour moi, je trouve que c'est naturel, absolument. Et après, je voulais quelque chose, c'est-à-dire une discipline scientifique, parce que la discipline, quand j'ai commencé néphrologie, c'est une discipline récente dans le monde, qui commençait à peine à se structurer, était absente dans notre pays. Et donc, je voulais faire néphrologie parce que c'était bon, que c'est étudié, etc. Et moi, j'ai fait plusieurs fois abandon de poste. Ça, c'est pas inspirant parce que je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire néphrologie parce que c'est scientifique, c'est débutant, c'est récent. On en avait besoin et on dépit Quand vous dites de toutes les difficultés. Abandon de poste, en quoi? Au niveau de la faculté, moi, j'étais la première interne, donc la seule femme de ma promotion et tout. Donc, j'avais beaucoup de propositions pour faire d'autres spécialités. Je disais non, moi je veux faire néphrologie. Néphrologie n'existait pas, donc je devais partir. Et puis j'étais jeune, donc je devais attendre. Et moi je voulais rien attendre, je voulais apprendre très vite ce que j'avais envie d'apprendre. Et puis il y avait l'enfant en même temps, donc l'enfant qui était abandonné, on voyait mourir les petits bébés et par déshydratation, parce que vous savez que n'importe quel petit problème peut vous emmener à une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, c'est quelque chose de désastreux et vous pouvez les sauver. Donc j'ai commencé à bricoler au niveau de l'hôpital avec des trucs vraiment archaïques. Et quand je suis partie, j'ai mené un peu les deux. Vous êtes partie en France? Ouais, en France. Et puis je menais trop de choses à la fois. Donc la néphrologie pédiatrique était naissante. Alors, si vous permettez, professeur, ce point est important parce que c'était embryonnaire. La néphrologie non, de manière générale, la néphrologie pédiatrique n'existait même pas. Non, voilà. Mais comment vous vous êtes accroché à ça? Pourtant, c'était embryonnaire, les formations étaient très rares. Comment vous êtes accroché à ça? Ça peut être inspirant pour nos téléspectateurs. Oui, absolument, parce que quand j'ai fait pédiatrie, je commençais par vouloir faire pédiatrie pour les enfants et la pédiatrie était désespérante. Vraiment, était démoralisante et on voyait beaucoup mourir les enfants. Il y avait pas, la médecine n'était pas aussi développée et particulièrement les petits bébés, c'est-à-dire c'était hors thérapeutique. Il n'y avait rien à proposer pour les enfants avec maladie rénale. Donc, vraiment, c'était des enfants qui mouraient sans aucune solution. En cherchant, ce n'est pas possible. Il y a obligatoirement une solution. Donc, j'ai commencé un peu ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Donc, chez l'enfant, on a concocté des liquides, on a inventé des cathéters. C'est ce qu'on essaie un peu d'encourager maintenant en Afrique pour sauver les enfants. C'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous êtes investi dans le continent africain. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc, pour l'enfant, justement, pour l'enfant africain de façon générale. Donc, ça, c'est très important. Et puis quand je suis partie, il fallait que je mène une spécialité. Déjà faire de la néphrologie,
Parce que parler dans le temps de néphrologie pédiatrique, personne ne me laissait faire néphrologie pédiatrique. Donc j'ai Mais tous les obstacles comment vous du êtes monde. accroché? Je veux faire ça et je vais le faire. C'est de la volonté, c'est de la persévérance, c'est tenir tête, c'est quoi? Non, parce que pour moi c'est naturel, il C'est faut que je le fasse. C'est pour ça que je dis une mission, il faut que je le fasse. Personne ne le fait, il faut que je le fasse. Il y a quelqu'un qui a pris conscience d'un besoin, il faut que je le fasse. Et donc je faisais en retournant la dialyse, l'hémodialyse, donc la dialyse, le début de la grève qui était très dur en 86, etc. Donc on est parti un peu contre la volonté de tout le monde, hein. C'était très dur. Et puis, parce que les gens ne voulaient même pas qu'on développe la dialyse, ils disaient que c'est très coûteux, c'est pas pour le Maroc et tout. Et en plus de ça, je disais, ah, pédiatrique néphrologie, ah waouh, on va faire de la néphrologie, dialyser les petits, prendre en charge les petits. Vous avez ouvert le premier centre de dialyse. Ah oui, de néphrologie dialyse aussi pédiatrique. Et, vous êtes une femme de caractère, professeur Bourqiya. Je sais pas, je fais tout ce que je veux faire et je peux faire. Et après, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a l'associatif à côté, parce que c'est une discipline qui a commencé sans prise en charge étatique. Donc il fallait absolument travailler avec les bienfaiteurs, aider les gens, parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je suis très sensible quand vous passez ces photos. Ces trucs de caravane, parce que je trouve qu'il y a une telle souffrance de patients en dehors des villes, quelque chose d'inimaginable. Et donc, c'est très lourd. On vous sent très aimé, professeur. Absolument, absolument. Moi, je suis toujours comme ça. Malheureusement, on dit que les médecins ne sont pas sensibilisés. Après, ils s'habituent, mais on ne s'habitue à rien. Mais ce n'est pas possible. L'être humain ne peut pas s'habituer à la souffrance de l'autre être humain, particulièrement un médecin, sinon il doit changer de profession et d'exercice. Et du coup, il y a aussi encore des enfants, des personnes qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux thérapeutiques. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que votre grand secret à vous, c'est ça, c'est que vous soyez une femme très humaine. Vous soyez une personne très humaine avant d'être médecin. Ah, oui. Ça, c'est très important. Vous êtes aussi... Et l'éthique, absolument. Vous êtes experte en éthique auprès de l'UNESCO. Comment ça s'est fait? Je me suis imposée un autre niveau de responsabilité. Nous, on est géré par la déontologie. C'est une loi pour les médecins. C'est les professions réglementées. Quand on parle de l'hypnose, il faut que ça soit déréglementé pour qu'il y ait une déontologie. Donc, en déontologie, c'est une obligation. Déjà, au niveau de la déontologie, on ne la respecte pas à 100%. Aller vers la réflexion éthique, c'est notre niveau de réflexion, c'est-à-dire que tout ce que vous devez faire doit passer par une réflexion dans l'intérêt du patient, à respecter comme le choix, le libre choix, la dignité, le consentement. Et c'est des choses très difficiles à mettre en pratique quotidienne parce que la médecine est difficile et que vous n'avez pas toutes les conditions pour donner tout ça aux patients. Et votre rôle auprès de l'UNESCO? Alors, j'ai fait la formation des formateurs et puis il y a un observatoire mondial au niveau de l'UNESCO des experts en éthique. Même l'UNESCO essaie de développer l'éthique, particulièrement médicale, elle n'arrive pas à avancer. Particulièrement dans des pays comme nous, c'est très, très, très difficile d'avancer dans ce niveau et pourtant très obligatoire actuellement. Et à côté de l'associatif et l'investissement au niveau de l'Afrique, pour moi, les enfants aussi qui meurent, on essaie de leur donner différents niveaux. C'est-à-dire le niveau basique, on peut sauver des enfants, même nous. Mais malheureusement, pour moi, la néphrologie pédiatrique me restera au cœur parce que et ce n'est pas développé comme on le veut à notre niveau. Il y a encore toujours des enfants qui meurent chez nous, ailleurs, par manque de moyens et de prise en charge. Alors, Madame Khadija Jaouane, en off, avant de démarrer, on discutait ensemble et je vous ai dit, elle ne va pas nous parler d'elle, elle va parler de néphrologie et c'est ce qu'elle a fini par faire, professeur Bourqiya. On a peu parlé d'elle, on parle surtout de son engagement. Moi, mais je vous sens émue aussi. Oui, c'était pas le but de vous faire pleurer aujourd'hui. Non, mais c'est de l'émotion par rapport au professeur. Moi, j'ai ressenti qu'elle a parlé de néphrologie, mais non. Elle a parlé d'elle à travers le cursus, à travers la néphrologie pédiatrique, à travers ses émotions. Moi, si on veut parler PNL, c'est une personne à modéliser. C'est vraiment à modéliser à tous les niveaux, inspirante. J'en ai la chair de poule. C'est respect, beaucoup de respect. Mariam, un petit mot pour notre femme inspirante. C'est une femme engagée. J'ai la chance de la connaître à travers son engagement, de manière, on s'est vu amicalement, et puis je la suis dans les réseaux sociaux. C'est une femme engagée et son identité se confond avec sa mission de vie. Complètement. C'est pour ça que ça fusionne. On fait parler ML.
on parle de son engagement, c'est Amal. C'est Amal dans ses émotions. Je ne reconnais pas la séparation entre la vie professionnelle et la personne, parce que ce n'est pas possible, particulièrement dans notre métier. Est-ce que ça pose problème à vos proches, le fait qu'il n'y ait pas de séparation? Non, pas du tout. On ne peut pas se séparer. Vous avez un patient fatigué, vous allez chez vous, vous continuez. Nous, on a fait des gardes, on a fait énormément de gardes. Ça ne se termine pas. Vous devez lire, travailler pour écrire 14 livres. Il faut lire des centaines d'articles et des centaines d'articles. On ne peut écrire qu'une fois qu'on a lu déjà des choses. Et vous connaissez aussi le combat, la grève. Ouais. La grève, jusqu'à maintenant, je viens d'une conférence, donc c'est hallucinant. Il faut faire beaucoup de boulot. C'est un combat national auquel on doit participer. Et c'est très lourd de changer les mentalités, d'encourager. Beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on est un ensemble. On n'est pas séparés. Par exemple, vous voudriez, pardon, professeur, de vous interrompre. Je vous interromps juste pour une question de temps. La jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, les femmes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils gardent comme message de votre intervention aujourd'hui? D'abord qu'ils essaient de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que souvent, actuellement, par exemple, on voit que les gens font médecine, ce qui est triste, moi, quand je vois les médecins, c'est parce que leurs parents les ont poussés à faire médecine, parce que c'est plus valorisant, je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils soient impliqués. Moi, ce que j'ai toujours dit à mes filles, de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que vous allez pouvoir le supporter longtemps et continuer à se lever et aller avec envie, avec amour, avec affection, etc. Sinon, c'est très dur. Donc, de faire ce qui est de combattre. Il n'y a pas d'obstacle infranchissable. Il n'y a pas, et je pense que mes deux femmes présentes ici vont m'encourager à ça, vont dire aux gens, oui, faites ce que vous avez, tout le monde peut y arriver, de différentes manières, avec plus ou moins d'efforts, mais tout le monde peut y arriver, sérieusement. Donc, vous avez des filles médecins? L'une de vos filles a pris la médecine? Ils ne peuvent pas faire médecine quand on a un parent qui a souffert de la médecine, c'est-à-dire qui a souffert de la médecine, qui porte un lourd poids sur ça. Dès le début, ils sont courageuses, ils sont travailleuses, sont sérieuses et font ce qu'ils ont aimé de faire. Donc c'est ça. Alors, professeur Bourkia, nous avons des questions pour vous. Noura vous demande, vous êtes à la fois docteur, présidente d'association et écrivain. D'où puisez-vous votre motivation pour la cause que vous défendez? Parce que je ne sais pas d'où. En fait, je ne sais pas d'où vient. Je ne prends pas de poireaux, je ne prends pas de miel parce que je n'aime pas le sucré. Je ne sais pas, j'aime bien. Non, les médias et la médiatisation, c'est très important. Vous avez même une responsabilité, je vais encore plus loin, pour sensibiliser, pour encourager, etc. Donc, mais moi, j'aime ce que je fais. C'est-à-dire, même si je suis fatiguée, il suffit que quelqu'un me dise, vous pouvez venir me faire ça? OK. Vous voulez nous aider dans la campagne? Et bien sûr. Et je dis, ça y est, cette année, je ne vais rien faire, je vais réduire, je vais finir, etc. Et puis j'ai l'impression que je n'ai jamais fini. Je vais mourir en instance avec des projets en instance. Et chaque année, j'ai envie de faire autre chose. Et je suis prête à travailler avec vous dès demain sur des projets. Et j'espère que... Je ne veux pas décourager les gens, leur dire il faut beaucoup d'énergie. Non. Et il faut savoir aussi que le cerveau, c'est un muscle. Plus vous le faites travailler, il travaille, il y a beaucoup de connexions. Après, si les projets vous viennent comme ça. C'est ça ce que je voudrais dire aux études. Il faut qu'ils soient sérieux, travailler. Et après, ils vont se reposer. Parce que le cerveau va travailler tout seul, va avoir beaucoup de connexions, va avoir un niveau d'intelligence et de compétences et qui va les aider. Ils ne vont pas fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Deuxième question et dernière, celle de Majda qui vous dit quel bilan faites-vous des actions entreprises pour la prévention des maladies rénales au Maroc aujourd'hui? Bilan désastreux. Désastreux. Pourtant, vous avez beaucoup contribué à ces campagnes. La problématique, c'est qu'on ne lui donne pas sa place. On travaille pour, je le dis tout le temps, même au niveau des centres de préfecture, etc., on travaille pour prendre en charge la phase finale, dialyse, et on continue à multiplier les centres, on ne fait rien en avant. Sachant pour la que, par prévention. exemple, le diabète et l'hypertension doivent être trop bien traités pour éviter que les gens arrivent. Si on reste comme ça, on va être dépassé par un nombre inimaginable et toutes les structures, toutes les assurances, toutes les prises en charge vont être dépassées. L'État ne pourra pas faire face à ce fléau mondial actuellement parce que c'est le plus coûteux. La dialyse greffe, c'est le traitement le plus coûteux au monde et c'est à vie. C'est pas, par exemple, le cancer, ça se termine à un moment donné, mais à vie et c'est très
lourd. Donc vraiment, l'association fait des campagnes de prévention, on a tout fait. Je fais les médias, les sites, les sensibilisations, mais c'est... On en a beaucoup parlé ensemble oui, aussi. Absolument, mais c'est permanent. C'est un effort qui doit être permanent. En tout cas, c'est votre émission. Quand vous voulez, professeur Botria. Merci beaucoup, Amel, d'avoir été avec nous et d'avoir discuté avec autant d'émotions. Et vous nous avez presque toutes fait pleurer aujourd'hui. Il y a que mesdames. Mais c'était mignon. Merci beaucoup, professeur. Alors, on parle de miel, un peu de douceur. Oui. Un peu de douceur, c'est ça. Allez, bien-être et santé tout de suite. Les secrets de la ruche ou les secrets du miel et de ses dérivés, nous en parlons avec vous tout de suite. Madame Jawan Khadija, vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie, hypnothérapeute, coach PNL, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous allez être notre guide entre miel, gelée royale, toutes ces bonnes choses qui nous font du bien. D'abord, on va demander à nos téléspectateurs, enfin aux personnes que nous avons rencontrées dans la rue, ce qu'elles en pensent véritablement. C'est aussi nos téléspectateurs et on revient pour échanger. Le miel, c'est très important, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau en tant que remède, que ce soit au niveau en soins de peau. Voilà, le miel, c'est pour moi un aliment précieux. Le miel, je pense qu'il est très bien, surtout en ce moment d'hiver. Il est très bénéfique pour les petits, pour renforcer leur immunité, avec du lait bien chaud ou avec du citron, gingembre, de la vitamine C, ça aide. Je ne connais pas les bienfaits du miel, mais je sais que c'est bon pour la santé, surtout en hiver. Oui, j'ai consommé le miel, c'est bien pour la santé. Et même le pédiatre de ma fille m'a conseillé pour l'utiliser tous les jours pour cette saison. Alors justement, Madame Jawan Khadija, est-ce que le miel est efficace en hiver? Il est très tendance pendant la saison, mais est-ce qu'il a toute sa place justement ou c'est juste un mythe? Bon, un mythe, non, surtout dans nos traditions, dans l'approche marocaine, la salhor, c'est la salhor. Et beaucoup de personnes, même qui n'ont pas les moyens, ont toujours un petit bocal de miel pur pour les occasions de besoins thérapeutiques. L'hiver surtout, ça remonte l'immunité, ça agit, il y a différents miels. Et le sens de la qualité, il est vraiment ancré chez nous, le miel de bonne qualité. De bonne qualité, exactement. Donc le miel, on peut l'utiliser, et là, justement, les recherches scientifiques ne s'arrêtent pas seulement à sa consommation par voie orale, ça contient énormément de bienfaits, de vitamines, de composants qui sont chaque jour mis en valeur. Et au niveau de la cicatrisation, je voudrais en parler parce que c'est utilisé dans de grands hôpitaux à l'étranger pour les cicatrisations, même dans les brûlures de 3e degré. Donc les secrets de la ruche n'ont pas fini de nous surprendre. On dit aujourd'hui, la science a prouvé que les ancêtres l'utilisaient et savaient pourquoi. Et chaque jour, bon, c'est ça ce qu'on appelle un effet mode. Dès qu'il y a de nouvelles recherches, bon, il y a un produit qui est mis en valeur. Donc il y a le miel. Bien sûr, ça contient du sucre. Mais moi, ce que je reproche un petit peu aux terminologies, c'est que sucre et sucre ne veulent rien dire. Ça n'a rien à voir. Le sucre du miel, c'est un sucre assimilable. Et une personne qui prend du miel depuis toujours, elle ne risque pas de développer un diabète. Mais une fois le diabète est installé, c'est là où vraiment l'avis du médecin doit être absolument nécessaire pour la consommation du miel. Et il n'y a pas un miel, il y a des miels. C'est ça. Alors on va en parler si vous permettez, mais pourquoi en hiver en particulier le miel trouve toute sa place? Et tout à l'heure, la dame disait, pour mes enfants, avec un peu de lait chaud, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? L'association miel, citron, gingembre, est-ce que vous êtes pour ou pas? Et justement, est-ce que c'est efficace? Voilà. Pourquoi ça serait efficace? Pourquoi on dit que le miel booste l'immunité en hiver? Il booste l'immunité, c'est un fait. C'est un fait. Après, on l'explique ou on ne l'explique pas, nous avons notre laboratoire qui décide. C'est-à-dire que le miel, il est tellement riche en vitamines et en nutriments essentiels qu'on sent la différence. Et même, il y a des sportifs de haut niveau le premier qui a fait l'Everest,
aussi, son secret, c'était prendre du miel, c'est pas prendre du sucre. C'est le miel pendant toute la montée et la descente aussi. Il faut de l'énergie, sinon on glisse. Donc le miel, c'est par ces composants qu'il booste l'immunité et c'est ressenti, quoi. Et maintenant, la science le prouve. Alors, il y a aussi quelque chose, le miel, c'est au niveau énergétique. Par exemple, les personnes prennent le miel avec une cuillère en métal, ça casse l'énergie du miel. Donc, ça ne donne pas seulement l'énergie calorique, mais l'énergie vitale. D'accord. C'est aussi un aliment... Donc, avec une petite cuillère en bois, c'est mieux? En bois, c'est mieux. Sinon, du plastique... D'accord. Oui. Le matin à jeun ou à n'importe quel moment? Alors, soit on le prend pour sucrer ce que l'on prend, et c'est mieux que la confiture, mais soit on le prend à but thérapeutique. Et à but thérapeutique, il faut vraiment le prendre 2 heures avant le premier repas. Okay. Et diluer dans l'eau. Pas et boire à petite gorgée. Mais oui. Alors nous, on a tendance, je ne sais pas vous mesdames, mais par exemple moi j'ai tendance à prendre une cuillère et la mettre dans ma bouche ou dans celle de mes enfants. Donc c'est vraiment la cuillère. Oui. Vous dites il faut boire son miel. Je ne sais pas ce que vous faites, Mariam. C'est charab, c'est pas... Très sincèrement, j'ai toujours consommé directement du pot. Directement du pot. Avec cette variante, cette préférence pour le miel au thym ou le miel au romarin. Parce que je le trouve aromatisé et j'aime beaucoup ça. Après, effectivement, je ne connais pas ces associations avec des cuillères en fer ou d'autres. Mais apparemment, c'est justement c'est mieux. À découvrir, oui. Il faut éviter les cuillères en métal. Parce qu'il y a un échange. Quand il y a le métal, il y a toujours un échange. Donc, et le bois, il reste vivant. C'est ça. Alors que le métal, même au niveau conducteur, électromagnétique. Donc, si on va plus loin dans ça, on voit que par exemple, le bois conduit une énergie d'une certaine façon et pas le métal. Et les miels, par exemple, Madame a parlé du miel de romarin, c'est pas seulement au niveau de l'aromatisation, mais chaque miel a les effets thérapeutiques de la plante. Le romarin agit plus sur la santé hépatique du foie. La lavande, c'est plus relaxant. Donc, prendre une infusion le soir avant de dormir avec du miel de lavande ou de fleurs d'oranger, c'est excellent. Donc, c'est pas le même effet. Mais oui. Donc, on retrouve... Ça prendra en considération. En considération. Mais le miel, celui, on va dire, qui est le plus prisé en hiver pour ses bienfaits sur le système immunitaire, parce que c'est ce qu'on essaie un petit peu de chasser pendant cette saison, c'est les virus. Ça serait lequel? On va dire Eucalyptus. C'est le meilleur? Thym, romarin. Pour la saison hivernale? Oui, pour la saison, oui. D'accord. Oui, c'est plus cela. Et aussi, pour les personnes qui ont une sensibilité au niveau de leur digestion, évitez de prendre le miel avec des farineux, même avec le pancake ou le brero, ça, parce que ça rentre dans les aliments célibataires qui donnent tout leur effet quand ils sont pris seuls. Mais quand ils sont pris avec d'autres aliments, bon, ça peut donner des fermentations et, donc, et des ballonnements, des flatulences et gêner une digestion sensible. Alors, quand vous dites par exemple il faut boire son miel, donc dilué dans un peu d'eau tiède 2 heures avant son repas, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ça c'est dans le meilleur des mondes. Donc il faut se réveiller, enfin il faut prendre son petit déjeuner 2 heures après? En fait, là je parle de deux approches. L'approche thérapeutique, c'est vraiment quand on a un problème et qu'on veut se soigner, entre guillemets, par du miel. Là, il faut aller vers les pratiques les plus performantes. Mais sinon, par exemple, vaut mieux prendre le miel en petit déjeuner que de prendre autre chose ou du sucre. Mais des personnes, quand on leur parle du sucre, ils disent « est-ce que je mets le miel à la place ?» Non, ce n'est pas un substitut de sucre. Oui, mais il faut bien prendre du sucré. Du sucré, oui, mais pas de sucre. Mon cheval de bataille. C'est ça, c'est le sucre. Oui, c'est le sucre. Donc le miel, si on le prend de ces façons-là, c'est excellent. Mais prendre à la cuillère de bois, le matin à jeun, avec du gingembre, avec du citron, là, on est dans l'arsenal hiver. Hiver préventif. Exactement. Et curatif aussi. Mais curatif aussi. Quand c'est pas
trop lourd, quoi. Dernière question, et je pense qu'elle vous intéresse, celle-là, Myriam. Alors, dans notre tradition maghrébine, on donne le miel au nouveau-né. Par contre, selon les recommandations occidentales, pas de miel avant l'âge de 2 ans. Qu'en pense la spécialiste? Moi, je préfère ne pas les mettre dans des goûts spécialisés. Pas de miel. Déjà, au niveau du goût, c'est trop concentré, sucré, et ça peut les faire balancer vers rechercher le goût du sucre, du sucré. Au niveau du miel, si on le prend dilué, il n'y a pas de problème pour l'enfant. Et même avant 2 ans. Avant 2 ans. C'est ça. Parce qu'il y a une peur, en fait, de développer une allergie. C'est bien ça, Madame. Je pense que vous êtes plus à jour que moi par rapport à ce sujet-là. Mais c'est vrai que les pédiatres, et c'est bien pour nous, parce qu'ils changent régulièrement leurs recommandations, ou en tout cas sur des périodes de temps, parce qu'ils ont du recul aussi par rapport à l'utilisation. Les 2 pédiatres que j'ai rencontrés, comme tu l'as dit, m'ont fortement conseillé, pour ne pas développer la dépendance au sucre, de lui donner après 2 ans. Et la crainte d'allergie, pareil, même pour certains aliments comme des aubergines ou d'autres légumes, elle développerait plus d'allergie que d'autres. Alors, nous avons aussi les questions des téléspectateurs. Pour vous, bien sûr, Jawhar, c'est un très joli prénom, Jawhar. Alors, comment reconnaît-on le miel pur de celui industriel? Est-ce que vous avez la solution? Bon, c'est dur, hein? Oui, avec tout ce qui se développe actuellement, ils sont de plus en plus performants dans la falsification. Ouais. Donc, on le choisit, c'est par rapport à de la terre. On fait couler le miel sur de la terre pas humide, bien sûr. Alors, si ça roule ou si ça coupe Alors, c'est quoi l'idée? Il faut que ça coupe, il faut que ça roule? Non, il faut que ça ne coupe pas. Le filet ne doit pas couper? Le filet ne doit pas couper. D'accord. Oui. Donc, et ça s'enroule, ça fait une pelote de terre. Alors que le miel où il y a du sucre, il s'étale. Ça, c'est une bonne astuce quand même. Oui. C'est une superbe astuce. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'actuellement, on voit beaucoup de miel qui est fait à partir d'abeilles qui ont butiné dans le sucre. C'est ça. Alors, pour la législation, ça reste du miel. Pur. Puisque c'est passé à travers l'abeille. Ça, c'est le côté législatif. Il est interdit de donner le mot miel au sirop de glucose, déjà pour fixer les personnes, parce que souvent on dit l'asl de skar. Il n'y a pas d'asl de skar. Il n'y a pas d'asl de skar. Du moment qu'il y a écrit miel, c'est que c'est sorti des abeilles. D'accord. D'accord. Mais au niveau de... Mais ça veut dire, dans la tête des gens, peut-être miel qui a butiné, abeille qui a butiné dans le sucre. Le sirop de glucose qui est cancérigène. D'accord. Ah, vous parlez de ça, pardon. Qui est cancérigène, c'est une réaction de Maillard poussée... réaction de Maillard. Bon, c'est une caramélisation. Et une caramélisation à ce niveau-là, elle devient cancérigène. Donc le miel, bien sûr, le miel bio est toujours meilleur parce que c'est des endroits où l'abeille a butiné, où il n'y a pas de produits phytosanitaires. Oui, bien sûr. Très difficile. Oui, parce que l'abeille, on ne peut pas lui donner un passeport. C'est ça, exactement. Ou un GPS. Ou un GPS, arrête-toi là. C'est vrai. Donc, c'est juste que c'est des endroits qui sont plus ou moins sauvages. Par exemple, le miel de romarin ou surtout le miel d'origan marocain, c'est des régions montagnardes où il n'y a pas d'autres cultures. D'accord. Par exemple, le miel de sapin, aussi, le sapin n'a pas besoin d'être arrosé au phytosanitaire. Donc, vous conseillez romarin, sapin? Oui, sapin, argan aussi. Le miel d'argan, il est pas courant, on le voit pas beaucoup. C'est surtout dans la région du sud. Mais l'arganier n'est pas traité au niveau phytosanitaire. Ce sont des miels qui reçoivent ce label de bio. Mais sinon, le miel de fleur d'oranger, je suis désolée, il est excellent. Mais si c'est vraiment pas sûr la provenance, le miel, il récolte tous ces problèmes de chimie. Alors, on m'a dit miel de safran. Est-ce que ça existe, miel de safran? Non. Qui c'est qui a eu la bonne idée de me dire miel de safran? Ça n'existe pas? Pas à ma connaissance, pour ne pas être catégorique. Catégorique, ok. Ben voilà. En région, on m'a dit, demande-lui pour
à ma miel de connaissance, safran, parce que les cultures de safran, c'est pas beaucoup. Oui. Les pistils, c'est vraiment les denrées rares. Et je pense qu'ils vont plus empêcher les abeilles d'approcher que le reste. Hein. D'accord. Oui, et c'est pas très grand comme surface pour pouvoir faire du butinage. Exact. Donc je pense qu'en régie, vous avez bien eu votre réponse. Vous me laissez faire mon travail maintenant. On va pour la dernière question, Madame Jawan Khadija. Est-il risqué de consommer du miel au lieu du sucre pour une personne diabétique? Je pense que la réponse s'impose d'elle-même, vous l'avez dit. Oui, non, pardon. Oui. Est-il risqué de consommer du miel au lieu du sucre? Ça dépend des recommandations des médecins. Je vous laisse répondre. Bon, de toutes les façons, moi, à ma connaissance, les personnes souffrant de diabète continuent à manger des choses sucrées. Ça, c'est l'état de lieu. Du moment qu'il y a l'insuline, du moment qu'il y a les comprimés. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça se fait. Moi, je parle vous confirmez, professeur. Oui, moi, je parle de ce qu'il y a. Pardon. Moi, je parle de ce qu'il y a par rapport à mon approche et mes connaissances, que ce soit familiale ou professionnelle. Les gens continuent à manger. Ne respectent pas forcément les recommandations des médecins. C'est ça, ils ne respectent pas. Ils respectent pas. On fait une distinction terrible entre le diabète sous insuline et le diabète sans insuline. Autant le diabète insulinodépendant, donc commence jeune, donc les gens doivent continuer à manger presque tout, adapté en fonction de leurs besoins d'insuline. Autant le diabète qu'on appelle gras ou de type 2. Type 2 ou X. Donc ça, c'est un diabète où le régime intervient de façon considérable et la perte de poids et l'équilibre. Et ça, pour manger du sucre, moi, je ne vois pas ce que vont faire les comprimés. Hein. Bon, non, nous, pour le diabète, c'est 1 régime, c'est 2 activités, c'est 3, un petit peu de médicaments. Merci beaucoup. Richoui, exactement. Ben non, ça passe pas. Merci beaucoup, mesdames. C'était bien. On conclut, Madame Jawan. Vous êtes restée sur votre faim? Non, jamais. Non, mais je pensais qu'on allait parler des autres produits de la ruche. Ben, c'est pour ça qu'on se revoit prochainement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jawan Khadija. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech pour être là avec nous. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Marim Lehlou, merci pour ce décryptage hypnotique de l'hypnose en entreprise avec vous. Vous êtes consultante en management et business coach chez Compétences Plus. Professeur Amal Botria, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu aujourd'hui de la femme inspirante que vous êtes grâce à votre engagement humanitaire. Professeur Amal Botria, vous étiez notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup à vous. Merci, mesdames. À très, très vite. Merci à l'équipe. On ne m'embête plus à l'oreillette, s'il vous plaît. Au revoir.